La saga de Bosi et Eros est une œuvre islandaise du XIVe siècle. Elle raconte l'histoire du prince Eros et de son ami Bosi. L'épisode que je vais évoquer raconte comment Eros, avec l'aide de Bosi, va tenter de récupérer sa fiancée, enlevée par un roi du Bjarmarland. Tôt, le lendemain matin, Bosi alla dire à Eros ce qu'il avait appris pendant la nuit. Ils s'apprêtèrent à prendre congé du paysan et Bosi donna une bague en or à sa fille. Puis ils suivirent le chemin qu'elle avait indiqué jusqu'à ce qu'ils arrivent en vue de la ferme où Sigurd se trouvait. Ils l'aperçurent alors qui sortait en compagnie d'un domestique et prenait la direction de la halle du roi. Les frères jurés lui barrèrent la route, Bosi le transperça de son javelot et Eros étrangla le domestique. Après quoi Bosi dépeça les corps. Ils retournèrent au navire et racontèrent à Smith ce qu'ils avaient fait. Ensemble, ils élaborèrent un plan. Smith appliqua à Bosi le masque mortuaire de Sigurd et lui fit enfiler ses habits, s'affublant lui-même de la peau du domestique et de ses vêtements. Ils expliquèrent à Eros ce qu'ils attendaient de lui, puis ils se rendirent au palais. Ils arrivèrent devant la porte de la halle où Guzmund attendait. Croyant qu'il s'agissait de Sigurd, le roi l'accueillit cordialement et le fit rentrer. Il le chargea des coffres du trésor, des coupes à boire et de la cave. C'est lui qui déciderait de la première bière à servir, et il dit à ceux qui allaient le faire avec quelle générosité ils devaient verser à boire. Il affirma qu'il importait avant tout que les invités soient aussi saouls que possible dès la première nuit, car de cette façon, ils le resteraient beaucoup plus longtemps. Ensuite, on fit asseoir les chefs et on introduisit la fiancée qui prit place sur un banc en compagnie de nombreuses et élégantes jeunes filles. Le roi Guzmund s'assit à la place d'honneur et le fiancé à ses côtés. Rarek veillait sur son frère. Il n'est pas dit comment les autres chefs étaient placés, mais on sait que Sigurd jouait de la harpe pour le jeune couple. Quand on porta le premier toast, il joua si bien qu'on dit dans l'assistance que nul ne le surpassait. Il déclara que ce n'était que le début. Le roi lui dit de ne pas ménager ses affaires. Au moment de boire en l'honneur du dioteur, Sigurd changea d'air. Et tout ce qui n'était pas fixé se mit en mouvement, couteaux, écuelles et tout ce que les gens ne tenaient pas, beaucoup se levèrent et se mirent à danser. Et ceci dura un bon moment, puis vint le toast en l'honneur de tous les as. Sigurd changea d'air à nouveau et joua si fort que cela résonnait dans toute la halle. Tous ceux qui étaient là se mirent debout, à l'exception du roi et des deux fiancés. L'animation était à son comble dans la salle, et cela dura un bon moment. Le roi lui demanda s'il connaissait encore d'autres morceaux. Il lui répondit qu'il en avait encore de petits, et il conseilla à tous de se reposer un instant. Les invités s'assirent et continuèrent à boire. Ils jouent alors l'air de l'ogresse, celui du rêveur et le chant du guerrier. Puis vint le toast à Odin. Sigurd ouvrit la harpe. Elle était si grande qu'un homme aurait pu s'y tenir debout, et elle était entièrement dorée. Il prit à l'intérieur une paire de gants blancs brodés d'or, et joua l'air qu'on appelait le tourbillon des coiffes. Et toutes les coiffes s'envolèrent de la tête des femmes, et dansèrent au-dessus des poutres de la halle. Les femmes se levèrent, et les hommes aussi, et tous se trémoussèrent. Après ce toast, il n'en restait qu'un en l'honneur de Freya. Sigurd prit alors la corde tendue en travers des autres, et dit au roi qu'il allait jouer un air appelé le Puissant. Le roi en fut troublé au point qu'il se leva, le jeune couple en fit autant, et personne ne dansa avec autant d'entrain, et cela dura un bon moment. Smith prit alors la main de la fiancée et la fit danser de façon endiablée. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il prenait des pièces du service de table et les dissimulait dans le lit. Mais il faut revenir à Eros, qui ordonna à ses hommes d'endommager tous les navires qui mouillaient le long de la côte, de sorte qu'ils soient hors d'état de prendre la mer. Il en envoya d'autres à la ville chercher l'or et les joyaux que Smith avait préparés pour eux. La nuit était tombée maintenant. Certains d'entre eux grimpaient sur le toit de la halle pour voir ce qui se passait à l'intérieur, hissés par la lucarne de tout ce qui avait été jeté dans le lit. Les autres l'emportaient jusqu'au navire, dont on avait mis la proue face au large. Cependant que la fête battait son plein, un homme entra dans la halle. Il était grand et beau, il portait une tunique d'écarlate, une ceinture d'argent autour de la taille et un ruban doré au front. Il n'avait pas d'arme et il se mit à danser comme les autres. En arrivant devant le roi, il leva le poing et lui cogna le nez avec une telle violence qu'il perdit 3 dents. Le sang gicla de son nez et de sa bouche et il s'écroula sans connaissance. Sigurd, voyant cela, jeta la harpe sur le lit et voulut planter ses 2 poings entre les omoplates de l'étranger. Mais celui-ci prit la fuite et Sigurd se lança à sa poursuite. De même que Sigurd et tous les autres, tandis que certains se pressaient autour du roi. Smith prit la fiancée par la main, la mena jusqu'au lit et l'enferma à l'intérieur de la harpe. Les hommes sur le toit la hissèrent par la lucarne et firent de même pour Smith, après quoi ils coururent jusqu'au bateau et montèrent à bord. Celui qui avait frappé le roi s'y trouvait déjà. Sigurd s'embarqua dès son arrivée et Sigurd le suivait, l'épée tirée. Sigurd se retourna vers lui et le poussa à l'eau. Ses hommes durent le repêcher, plus morts que vifs.
Alors Smith coupa les amarres, les hommes hissèrent la voile et cédant aussi des rames, ils gagnèrent le large aussi vite que possible. Rarek et beaucoup d'autres se précipitèrent vers leur propre navire et les mirent à la mer. Mais l'eau noire s'y engouffra et ils durent regagner la terre ferme. Ils ne purent rien faire de plus, car ils étaient tous désespérément saouls. Quand le roi revint à lui, il était très affaibli, on voulut le faire manger, il en était incapable. La fête avait tourné au vinaigre. Mais il finit par se remettre et tous tinrent conseil. Il fut décidé qu'ils ne partiraient pas chacun de leur côté, mais qu'ils s'apprêteraient aussi vite que possible à pourchasser les frères.